Senhoras e senhores, Pernambuco nunca faltou ao Brasil. Carrego comigo nossas histórias de luta pela liberdade e pela democracia. Por isso eu digo ao Brasil, sim pelo futuro! Je suis Juliana, je suis originaire de Rio. Je suis enseignante de portugais en Guyane, à l'université et au lycée. Donc, je m'appelle Ramir Almeida, je suis prof de musique, prof de technique vocale notamment, et enseignant de langue aussi. J'enseigne le portugais langue étrangère, anglais langue étrangère et français langue étrangère aussi. Tu viens d'où? Je viens de Fortaleza, au Ceará, et j'ai fait mes études à Rio, où j'ai vécu de mes 19 ans jusqu'à mes 26 ans. Je m'appelle Attilas Cardoso. Je suis chargée de mission au rectorat de la Guyane. Je suis chargée de mission de la DARIC, c'est la partie internationale de relations de coopération et relations internationales avec le Brésil et pays lusophones, mais surtout le Brésil, dans tout le Brésil. Alors, ce qui s'est passé dimanche, je me pose la même question comme tout le monde. C'est très difficile, c'est vraiment très difficile. C'est un moment de la politique brésilienne très difficile à comprendre parce que, ok, on a eu ce vote de la Chambre de députés présidé par M. Eduardo Cunha où ce groupe de députés ont demandé la destitution de la présidente avec des arguments assez particuliers. Donc chacun a justifié son vote, je crois que avec le summum de sa capacité politique intellectuelle. Donc on a eu des votes qui ont été justifiés par Dieu, par l'anniversaire de ma petite fille, ou des choses comme ça. Donc on a des blagues qui circulent dans des sites du Brésil où on dit que c'est Dieu qui a voté la destitution de la présidente. Donc c'est quand même assez grave qu'une entité surnaturelle le fasse. Impeachment, c'est l'interdiction. En fait, ils vont interdire le président de gouverner. C'est un président qui était élu par le peuple et on ne peut pas destituer un président. Si on destitue un président, c'est un coup d'État. Alors, la source de la demande de tout ça, c'est la classe politique. C'est ces politiciens, en fait, qui sont très engagés jusqu'au cou dans ces affaires de corruption, qui ont fait la démarche de l'idée de « on va destituer la présidente ». Et ensuite, ils ont bien enflammé le peuple, qui aussi, comme était insatisfait depuis 2013, depuis toujours, qu'ils ont suivi cette idée. Donc, c'est une forme de coup d'État. Officieusement, il y a déjà une date. Normalement, ça sera le 10 ou 11 mai, la date qui ça passe au Sénat. Alors là, ça c'est un pré-jugement, si tu veux. Si le Sénat trouve que les éléments sont importants pour ouverture d'un procès, alors là, c'est l'ouverture du procès. Et là, dans ces cas-là, de l'ouverture du procès, ils ont 180 jours pour faire le jugement. Et pendant cette période-là, de 180 jours, la présidente n'a plus le droit de rester en tant que présidente. Elle sort et son vice, il prend le pouvoir pendant tout le jugement. Alors, le vice-président en question s'appelle Michel Temer. C'est un vice-président aussi qui est très engagé, très dans les affaires de corruption aussi. Donc, il y a 10 enquêtes sur lui et 4 qui sont très graves. Ça me donne vraiment l'impression d'une vengeance. Mais je dis, ça me donne une impression, le vocabulaire est peut-être mal choisi. C'est une vengeance, au fait. Il suffit de regarder un peu la chronologie de 2016 des échanges entre la présidente et Eduardo Cunha, où, dans le début de l'année, elle a essayé de le renverser de la Chambre de députés. Et maintenant, celui qui articule ses alliés, donc au niveau des alliances, il est beaucoup plus puissant que la présidente. Et il a réussi son coup. Donc là, c'est un bras de fer où il montre qu'il a plus de pouvoir que cette femme, qui se retrouve complètement isolée dans le gouvernement. Et on a un poids médiatique qui la transforme en monstre mangeur d'enfants. C'est impressionnant. Alors, à mon avis, elle n'est pas victime non plus. Parce que je pense que l'omission, autant que président de la République, c'est un crime qui est très grave. Et ça, elle l'a fait sans gêne.
Elle a arrêté la réforme politique, elle a fermé ses yeux à toutes les affaires de corruption qui explosaient dans tous les médias, à l'extérieur aussi, du pays aussi. Donc, je ne pense pas qu'elle soit victime. Et à mon avis, ce n'est pas une affaire de que Dilma soit une femme ou pas. C'est vraiment une affaire de... Il y a des hommes politiques très bien placés qui ne veulent pas que leur enquête soit suivie jusqu'au bout. Et pour cela, ils sont prêts à tout faire pour l'arrêter. Une petite parenthèse à propos de l'accusation, parce que ça c'est quand même très intéressant. On parle de pédalade fiscale. Pédalade fiscale, c'est ce qu'on reproche à Dilma. Donc, pour comprendre ce que c'est qu'une pédalade fiscale, on va donner un exemple d'une mairie en France. J'ai une mairie en France qui paye je sais pas, une boîte de bâtiments. Ils vont renouveler un tel quartier. La pédalade fiscale, c'est tout simplement la mairie qui déclare avoir payé le service le mois de mars, mais qui étale le paiement, le règlement des indemnités des entreprises dans un laps de temps plus large pour que ça arrange le gouvernement du point de vue fiscal. Ça veut dire pour qu'on puisse mieux maîtriser, on va dire, le coût de la devise. Par exemple, je veux que le réal maintenant soit moins cher parce que du coup, je vais étaler ces paiements, je vais essayer de créer des deltas entre les déclarations et les paiements. Et c'est une opération qui n'est pas exactement légale, une opération fiscale qui est tolérée et qui existe depuis toujours dans tous les niveaux de la gouvernance du Brésil. Et ça m'étonne vraiment qu'on veuille lui reprocher ça, en sachant que le maire de Rio, le maire de l'Oiapoque, de tous ces endroits vont faire ça parce qu'on sait que la comptabilité d'un pays de 200 millions de personnes, elle est extrêmement difficile. Là, je ne sais pas de justifier « Ah, Dilma, elle a bien agi en faisant ça ». Je ne suis pas comptable de l'Union, je ne suis pas comptable, le principal comptable du Brésil, mais l'impression que ça me donne, c'est tout simplement, on a essayé on va utiliser un petit français, on va essayer de la plomber avec ce qu'on a, on n'a rien, donc on va prendre ça et on va s'accrocher, on va tous voter dans le même sens. C'est sûr que quelque chose de très grave arrive en ce moment parce qu'il n'y a pas le respect de la Constitution. À partir du moment qu'il n'existe pas, peu importe si j'aime A ou B, mais l'histoire c'est qu'on voit un peu, il déchire la Constitution du pays. Alors si le Congrès, il fait ça sans aucune, ils ne sont pas sérieux dans leur démarche, comment tu peux envisager que dans les jours qui vont venir, là, les choses seront meilleures, ça va se mieux passer dans le Sénat? Moi, franchement, je ne vois pas. Sachant que le président du Sénat, c'est du même parti du vice-président qui prend le pouvoir dans le cas de la destitution de Dilma du PT. Alors là, franchement, il faut être naïf pour croire que ça va pas, les choses ne vont pas arriver à ce point-là. On a un chaos général qui s'installe et nous, on veut parler de destitution en disant que cette femme est corrompue, est coupable, on ne sait pas de quoi, et à sa place, on veut mettre des personnes qui sont inculpées, qui répondent à des procès dans la justice, qui sont dans le Panama Papers, qui sont dans les dossiers de la Petrobras, des choses encore plus sales. Et du coup, là, je vous dis, je suis comme vous, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Et si quelqu'un me pose la question, est-ce que le futur du Brésil va être sombre ? Non, le futur du Brésil, il est déjà. Alors, ma position sur la situation actuelle, c'est que malheureusement, c'est un mal pour un bien. Ça faisait trop longtemps que le Brésil, le peuple et les Brésiliens, ils sont trop conformistes par rapport à tout ce qui se passe. Et pour cela, malheureusement maintenant, nous devons tous souffrir, parce que c'est de la souffrance qu'on passe actuellement, pour essayer d'en sortir quelque chose. Au moins que le peuple ait un peu de conscience politique, conscience avec leur vote, conscience avec qui vont mettre au pouvoir, parce qu'il n'y a pas du tout ça, malheureusement. Donc c'est un mal pour un bien. Un bien en combien de temps? Ça, je ne sais pas.